Voilà, comme application du théorème spectral, on va voir aujourd'hui une caractérisation à partir des formes quadratiques du spectre d'une matrice symétrique réelle. Voilà. Euh, alors, ça s'appelle parfois principe du min-max. Voilà. On a une matrice symétrique réelle de taille n et on va la regarder dans l'espace euclidien Rn, d'accord, muni de sa structure euclidienne canonique. Ici, on, on a cette formule, d'accord, qui nous donne la forme quadratique associée à S, d'accord, et cette formule, ici, est importante parce que elle relie pas mal de choses. Elle relie la forme quadratique, donc des problèmes de forme quadratique, la matrice de Sn, c'est-à-dire qu'on peut, à partir de la matrice de Sn, partir vers les valeurs propres, vers l'analyse spectrale en quelque sorte, et la forme euclidienne. Donc vous avez deux formes quadratiques en fait en présence, une qui est un produit scalaire, hein, qui est issue d'un produit scalaire, et l'autre qui est une forme quadratique issue de S, et une matrice qui elle est prête à nous faire travailler sur la réduction. Voilà, donc cette formule vraiment, faut bien la regarder, pas hésiter à l'utiliser, parce qu'elle est très synthétique et elle nous permet d'aller où on veut. Voilà. Alors, comme on sait que S est diagonalisable en base orthonormée, et sur R, hein, bien sûr, donc je vais utiliser ce théorème, qui est le théorème spectral, et je vais regarder les valeurs propres, lambda 1, lambda 2, lambda n, et je les ordonne comme ceci. Ça, c'est le spectre de S, avec ses multiplicités. Alors, voilà, un premier théorème, c'est que lambda n, donc la plus petite des valeurs propres, c'est le minimum de QS de x, qu'on a défini, quand x parcourt la sphère. Bon, on se doute que ce minimum, il existe, hein, déjà, a priori, il existe, hein, puisque ça, c'est continu, QS est continu, et la sphère est compacte. Bon, donc ce minimum existe, de la même manière, le maximum existe. Mais il se trouve que le minimum, c'est lambda n, et le maximum, c'est lambda 1. Donc ça, c'est intéressant, hein, vous voyez ce lien entre le spectre et la forme quadratique. Voilà. Alors, on trouve aussi le principe sous cette forme-là, par homogénéité, ben, on a lambda n égale min de x dans Rn moins 0, bien sûr, hein, ça nous embête de diviser ici, de Qs de x sur xx. Voilà. Bon, bah, vous doutez que pour passer de là à là, il suffit de poser x égale x0 divisé par sa norme, d'accord, et puis on obtient par homogénéité, hein, de la forme quadratique et de la forme ici, on obtient ça. Donc, bon, ça, c'est pas un problème. Sauf que ici, le min n'existait pas a priori. Hein. Il existe a posteriori, mais il n'existait pas a priori. Voilà, c'est juste la différence. Bon, alors voilà la preuve. Hein. Donc, on va dégainer la base orthonormée de vecteurs propres pour S, qui est assurée par le théorème spectral, et je prends x sur la sphère. Donc, je regarde QS de x et j'écris x sous la forme somme de xi ei. Hein, d'accord, j'écris x dans la base des ei avec les coordonnées xi. Et donc, c'est la somme ici. Et ici, je développe le s. C'est la somme des xi sei. Voilà. Ensuite, je dis que c'est égal à la somme des xi ei, somme des lambda i xi ei, parce que ei, c'est un vecteur propre pour la valeur propre lambda i, hein, ordonnée comme ça. Voilà. Et maintenant, j'utilise le fait que les ei forment une base orthonormée et j'utilise voilà, quoi, hein, le développement dans une base orthonormée. Donc ei, ej, hein, la forme ei, ej
produit scalaire J, ça fait delta IJ. Et donc ça va devenir ici somme indici des lambda I xi carré. Maintenant, comme xi carré est positif, ben, je peux dire que lambda I xi carré est supérieur à lambda n xi carré, puisque lambda I est supérieur à lambda n. Et donc je mets en facteur lambda n, j'ai ça. Et maintenant, somme des xi carré, comme x j'ai pris sur la sphère, ça fait 1. Donc ici, c'est supérieur à lambda n. Voilà. Donc maintenant, j'ai montré que pour tout x dans S, QS de x est supérieur à lambda n. Donc ça veut dire que le min de QS de x quand x appartient à S est supérieur à lambda n. Maintenant, ben voilà, comme d'habitude avec ces histoires d'égalité, de min, eh ben, je commence par une inégalité et ensuite je montre que c'est atteint. Alors c'est atteint évidemment en x égale en, puisque QS de en, c'est en SEN, donc c'est lambda n en, et en c'est 1 parce qu'on a pris une base orthonormée. Donc ici ça fait bien lambda n. Et maintenant, ça, alors on peut dire, bah, de la même manière on montrerait que ceci, mais c'est plus élégant peut-être de dire, quitte à remplacer S par moins S, d'accord, on applique la même chose à moins S, et maintenant bien sûr, il va y avoir une opposition hein, des valeurs propres du spectre de moins S par rapport au spectre de S, et on montre ça. Bon, en tout cas, vous avez compris que lambda 1, c'était le max de QS de X. Alors ça, c'est des choses qu'on rencontre assez souvent, hein, et puis on va passer à une autre propriété. Donc voilà un corollaire intéressant, d'ailleurs qu'on a trouvé dans le problème d'agrég interne, l'épreuve 1 de 2019. S, cette matrice symétrique qu'on avait tout à l'heure, je peux maintenant la décomposer. Ici, on aura des blocs diagonaux, d'accord? Et là, des blocs antidiagonaux qui sont transposés l'un de l'autre. Donc ça veut dire que ici, M est une matrice symétrique, hein, forcément, puisque c'est un bloc diagonal. M appartient à SK de R si elle est de taille K. Alors, le corollaire, qui est vraiment intéressant, c'est que lambda n de S, donc c'est-à-dire la plus petite des valeurs propres de S, maintenant je mets un de S parce qu'il y a plusieurs matrices, est plus petite que lambda K de M. Alors lambda K, puisque M a K valeurs propres, hein, ça va être par définition la plus petite des valeurs propres de M, qui est plus petite que lambda 1 de M, qui est plus petit que lambda 1 de S. Donc c'est ça qu'on va montrer. En fait, on va montrer juste cette inégalité-là, parce que celle-là, elle est évidente, d'accord? Puisque ça, c'est la plus petite des valeurs propres de M, et ça, c'est la plus grande. Et celle-là, elle se déduit de celle-là, hein, en remplaçant S par moins S. Donc, on va montrer ça. Et avant tout, voilà un petit contre-exemple hein, qui prouve que c'est que dans le cas symétrique hein, que ça marche, symétrique réelle. Regardez cette matrice, elle n'est pas symétrique. 4, 3, moins 2, moins 1. Donc vous voyez que sa trace c'est 3, son déterminant, vous voyez que c'est 2. Donc son polynôme caractéristique c'est x2 moins 3x plus 2. Bon ben voilà, j'ai fait exprès, voilà, son spectre c'est 1 et 2. Ben voilà, le spectre c'est 1 et 2. Et pourtant, vous prenez m ici égale 4, ben, son spectre lui déborde sur le 1, 2, d'accord, et puis moins 1 déborde de l'autre côté, d'accord. Donc on voit bien que ça ne marche pas en général, que c'est typique de quelque chose de symétrique réel. Et en fait, pourquoi c'est typique de quelque chose de symétrique? Parce que, regardez, si ici vous aviez un 0, alors cette matrice-là, elle aurait un sens géométrique. C'est par rapport aux endomorphismes, hein, S, on lui fait correspondre à un endomorphisme, et la matrice M, c'est l'endomorphisme induit. Donc on peut parler d'endomorphisme. Mais, et donc là, on aurait des résultats, on pourrait avoir des résultats. Le fait qu'il y ait un A là, fait que cette matrice M, en tant qu'endomorphisme, n'a plus tellement de raison d'être. Mais, en tant que forme, comme la matrice est symétrique, on lui associe une forme quadratique, et en tant que forme quadratique,
M a une raison d'être. Hein, d'accord? Et c'est ça ce que l'on va voir. C'est-à-dire que, en gros, si Q a pour matrice S dans une base, d'accord, et que M, c'est cette composante, ce bloc diagonal, et bien M, ça va être tout simplement la restriction de Q au sous-espace correspondant, ici, hein, d'accord, au sous-espace des K premiers vecteurs. Voilà, c'est ça qu'on va voir, et c'est pour ça qu'on va se diriger vers les formes quadratiques. D'accord? A priori, c'était un problème spectral, mais on va aller se diriger vers les formes quadratiques. D'accord? Grâce toujours à la formule dont j'avais parlé ici. Donc, voilà, hein, vous voyez, QS de x, c'est XSX pour tout x dans Rn. Maintenant, je vais regarder, je vais plonger RK dans Rn, d'accord? Où RK, c'est simplement le sous-espace engendré par E1 jusqu'à EK. Alors attention, c'est le RK qu'on connaît, mais on le voit comme plongé dans Rn, donc on le voit comme un sous-espace de Rn. Bon, c'est assez naturel. Et maintenant, vous allez remarquer que la matrice, ce qu'on appelle la matrice de la forme quadratique QS, ici, dans la base canonique B de Rn, d'accord, c'est tout simplement les BIS de BJ, d'accord. Voilà, ça c'est la définition de la matrice QS, mais ça, quand on le calcule, comme BI, BJ est une base orthonormée pour la forme euclidienne, eh ben, on tombe sur le fait que c'est exactement S, d'accord, c'est-à-dire c'est les petits s IJ, d'accord, ici. Donc, voilà. Maintenant, quand on va prendre la restriction de QS au sous-espace RK de Rn qu'on vient de définir, eh ben, on va regarder sa matrice dans la même base canonique, mais juste restreinte au K premier vecteur, d'accord? Et donc, on n'a rien changé à la formule, hein, d'accord? Donc ici, c'est toujours BI, S, BJ, sauf qu'on a restreint les BI et les BJ, d'accord? Et donc, on trouve évidemment la matrice M. Mais ça veut dire que le QS restreint à RK, bah, comme sa matrice c'est M, bah, c'est ce qu'on appelle QM, hein, dans le contexte de RK, évidemment. Bon, alors, maintenant, bah, voilà, maintenant on va pouvoir appliquer le théorème 1 de tout à l'heure. Lambda K de M, bah, c'est la plus petite des valeurs propres de M, bah, c'est le min de QM de X, quand X est sur la sphère, attention, la sphère de RK. Mais ce QM de X, c'est rien d'autre que le QS de X. Tout est là. Hein. QM de X, c'est QS de X, à partir du moment où X est là. Donc, évidemment, le min sur cette sphère est plus grand que le min sur cette sphère, puisque cette sphère, elle est plus petite que celle-là. D'accord ? On a RK qui est inclus dans Rn, et donc SRK est inclus dans SRn. Voilà. Donc forcément, c'est plus grand que ce min, et ce min, il est plus grand que ce min, pardon, il est égal à lambda n de S, d'après ce qu'on a vu, d'après le théorème 1. Donc on a une inégalité, cette inégalité, et les autres sont en découle. Voilà. Allez, on est parti sur deux petits exercices matinaux autour du principe min-max. Hein. Premier exercice, vous montrez que si S et S' sont deux matrices symétriques, réelles, évidemment, de même taille, alors lambda 1 de S plus S', donc lambda 1, je vous rappelle que c'est la plus grande hein, des valeurs propres, est inférieure à lambda 1 de S plus lambda 1 de S'. Voilà. Bah oui, comme application du principe. Une autre application moins attendue, trouver A, B, C, d'accord, des réels, tels que la fonction de R dans R qui a X associe
A cosinus carré x plus B sinus x cosinus x plus C sinus carré x atteint son max en pi sur 3. Et il faut trouver ABC en fonction du minimum de la fonction, petit m, et de son maximum, grand M. Évidemment, petit m et grand M existent puisque c'est une fonction continue, périodique, voilà. Donc ça, c'est curieux. Mais je l'avais déjà fait dans une autre vidéo, mais bon, c'est le moment de le replacer. Voilà la solution des exercices. Donc, pour le premier, ben, c'est vraiment une simple application. Vous prenez x sur la sphère, s plus s' x, ben, c'est sx plus s'x, et donc c'est évidemment inférieur au max des sy quand y parcourt la sphère, puisque x est sur la sphère, plus le max des s'y quand y parcourt la sphère. Bon. Donc maintenant je prends le max à gauche, et le max pour x parcourant la sphère de s plus s', qui va être inférieur ou égal forcément à la somme de ces deux max. Mais maintenant, j'applique ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que ce max, bah, c'est rien d'autre que le lambda 1 de s plus s', et ce max, c'est le lambda 1 de s, et ce max-là, le lambda 1 de s'. Donc c'est direct. Et vous voyez que c'est pas du tout évident a priori hein, que ce soit vrai. Il a fallu quand même passer par les formes quadratiques. Donc vous remarquerez que même si s et s' commutent, on n'a pas forcément l'égalité. Hein. Regardez par exemple pour S et S', deux matrices diagonales, vous faites la somme des matrices diagonales. Voilà. Alors après cet exercice, trouvez ABC tel que ceci atteint son max en pi sur 3 en fonction de son min et de son max. Et ben, on remarque que tout simplement que ça c'est une forme quadratique appliquée au vecteur de R2 cosinus x sinus x, et la forme quadratique c'est AU2 plus BUV plus CV2. Donc ça, c'est une évidence. Maintenant, une autre évidence, c'est cosinus x sinus x, bah, c'est la sphère de R2, c'est-à-dire le cercle, l'unité. Hein. Et donc, ce max maintenant, puisqu'on est sur la sphère, hein, bah, le max, c'est rien d'autre que lambda 1, et le min, c'est lambda 2, où lambda 1 et lambda 2 sont les deux valeurs propres réelles, forcément, de la matrice symétrique associée à la forme quadratique dans la base canonique, c'est-à-dire A, B sur 2, B sur 2, C. D'accord? Voilà. Donc maintenant, puisque le max est atteint en pi sur 3, ça veut dire que le vecteur correspondant à lambda 1, E1, le vecteur normé, hein, c'est cosinus pi sur 3, sinus pi sur 3, donc un demi racine de 3 sur 2. Et forcément, d'après le théorème spectral, comme on a une base orthonormée de vecteurs propres, il ne reste pas beaucoup de place à E2, il n'y a qu'une seule possibilité pour E2, en tout cas, deux possibilités sur E2, c'est moins racine de 3 sur 2, 1 demi, c'est-à-dire l'orthogonale directe de lui, ou l'autre, l'orthogonale indirecte. De toute façon, ça revient exactement au même. Donc ici, je vais prendre pour E2, moins racine de 3 sur 2, 1 demi, ça va correspondre, ça va être le vecteur propre, forcément, pour la valeur propre lambda 2. Ce qui me fait une matrice de passage entre la base canonique et la nouvelle base E1, E2, 1 demi, racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2, 1 demi, donc j'écris mes deux vecteurs comme ça en colonne, et ce qui fait que dans l'ancienne base, j'ai A, B sur 2, B sur 2, C, la nouvelle base, eh ben, étant donné que E1 et E2 sont des vecteurs propres, on a M0, 0, petit m, des vecteurs propres, voilà, ils sont... Et maintenant, alors j'applique comme ça, c'est l'ancienne et ça c'est la nouvelle, et ben je vais mettre P-1, et là transposer, et là P-1. Mais comme P est une matrice orthogonale, parce que les E1, E2, c'est une base orthonormée, bah, P-1 transposé, c'est P, et P-1, c'est P transposé. Donc ça fait quelque chose de très facile à calculer, et on vérifie à la fin, quand on a fait le calcul, qu'on a A égale grand M plus 3 petit m sur 4, B égale racine de 3 sur 2, grand M moins petit m, et C égale petit m plus 3m sur 4.
et voilà, ça marche très bien. Bon, c'est un exercice un peu magique quand même, hein, voilà. Alors, nous voilà arrivés au vrai théorème du min-max, qui s'appelle aussi théorème de Rayleigh, hein, voilà, je vous le signale, et que je vais appeler ici théorème 2. Donc là maintenant, on va caractériser lambda k. Le théorème 2 dit la chose suivante. Soit S une matrice symétrique réelle, d'accord, NN, de taille n. Les valeurs propres sont lambda 1 supérieur à lambda 2 jusqu'à lambda n. Voilà son spectre. Maintenant, si je prends f, un sous-espace vectoriel de Rn, j'appelle petit m de f le min de notre forme quadratique sur x quand x parcourt f inter S, donc x parcourt f, mais x est sur la sphère unité. Ma forme quadratique, c'est la forme quadratique associée à S, hein, qui est comme ceci. D'accord? Donc là, c'est les notations de tout à l'heure. Et pareil, je vais noter grand M pour le max. D'accord? Juste entre parenthèses, ça existe a priori parce que la sphère est compacte. Et que la forme quadratique, bien sûr, elle est continue. Maintenant, on a cette caractérisation, lambda k, c'est le max de petit m de f, quand, pour tous les f, tels que la dimension de f égale k. Et on a, bon, on déduira en fait, lambda n moins k plus 1, c'est le min des grands m de f, où dim de f est égal à k. C'est pour ça qu'on appelle ça min-max, hein, donc c'est le min-max, et là c'est le max-min. Voilà. Donc on va montrer ça. Juste une petite remarque en passant qu'on peut se demander. Bah, on va montrer ça sans en avoir besoin, sans avoir besoin de topologie, hein, mais d'ailleurs ce min existe sans besoin de topologie. Ce max, on a juste besoin de la métrique, hein, pour ça. Mais ce max, il existe aussi, entre parenthèses, par compacité. Donc on va avoir la continuité ici et la compacité de la grassmannienne. Ça c'est un petit supplément agréable, mais qui sort du cadre de la grègue interne, mais pas vraiment du cadre de la grègue externe. Voilà. Allons-y. Preuve. Je vais poser WK, le sous-espace engendré par EK, EN. Alors les EI, ce sont des vecteurs propres pour les valeurs propres lambda i. Ils forment une base orthonormée assurée par le théorème spectral. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'on sait bien. Maintenant, la dimension de WK, c'est n-k plus 1. Je vais prendre f de dimension k. D'accord? Et maintenant, donc je fixe f de dimension k. Et je vais avoir que la dimension de f inter WK est supérieure par la formule de Grassmann à k plus n-k plus 1, dimension de W, moins la dimension de l'espace total. En fait, dans la formule de Grassmann, c'est f plus, on a une égalité avec f plus WK, mais là, j'ai une inégalité avec la dimension de l'espace total, c'est-à-dire n. Et donc, ça veut dire que c'est supérieur à 1. Si la dimension est supérieure à 1, c'est qu'on peut trouver un élément x non nul, et quitte à le diviser par sa norme, ce qui fait qu'on ne change pas d'espace, et bien donc x il est non nul dans f inter WK, et en divisant par sa norme, il est sur la sphère. Donc maintenant, comme x est dans WK, xs de x est inférieur à lambda k. Alors, je vous ai mis ici la petite formule qu'on avait déjà utilisée. Hein. Si x c'est somme de i égale 1 à n de xi ei, xs de x c'est somme de 1 à n de lambda i xi carré. D'accord? Et avec ça, vous montrez facilement qu'à partir du moment où x est dans WK, ça va être inférieur à k, parce que lambda k, ça va être le max
des valeurs propres ici. Bon, donc ça c'est assez simple. Donc maintenant, à partir du moment où il existe ce x, on est sûr que m de f est inférieur ou égal à lambda k, puisque on a trouvé un x qui est dans S, qui est dans f, est tel que x, s de x est inférieur à lambda k. Donc, on en est sûr. Voilà. Et ceci, j'ai choisi f quelconque, maintenant, c'est quel que soit f tel que dim de f est égal à k. F était quelconque avec une dimension égale à k. On s'est servi juste de ça. Donc, comme ça c'est vrai pour tout f comme ça, ben, je vais prendre le max pour tous les dim de f égale à k, ben, des m de f, ben, forcément ce sera inférieur à lambda k, puisque ça ne dépendait pas de f. Voilà. Maintenant je prends pour vk le sous-espace engendré par E1 jusqu'à ek. Et là, ben, toujours avec cette même formule, je constate que petit m de vk, donc le min, d'accord, ici, et ben, ça va être, pour vk, ça va être lambda k, parce que lambda k, ça va être ici le min des valeurs propres de ces vecteurs propres. Donc, ça veut dire que c'est atteint pour un sous-espace de dimension k. Donc, j'ai bien l'égalité et j'ai bien ça. Maintenant, l'autre assertion, ben, c'est toujours pareil. La deuxième assertion, elle est quasiment gratuite. Si on remarque que quand je change S en moins S, ben, mes valeurs propres deviennent les moins lambda i, mais elles sont ordonnées à l'envers. Donc, il faut compter le lambda 1 de moins S, c'est en fait l'opposé de lambda n de S. Et plus généralement, lambda k de moins S, c'est moins lambda n-k plus 1 de S. Donc on en déduit très facilement ça, parce que le moins, il va changer les min en max, les max en min, etc. Voilà donc le théorème. Donc des petites choses autour du théorème, ça peut aussi être dit sans parler de S de la sphère, d'accord? On prend x dans f et on prend juste, dans ce cas-là, x, sx sur xx, mais il faut prendre x dans E, dans Rn, mais moins 0 quand même, hein, d'accord? Donc ça, entre parenthèses, ça s'appelle le quotient de Rayleigh. Voilà, et ça c'est le théorème de Rayleigh ou le principe du min-max, etc., etc. Voilà, on va en voir quelques petites applications sympathiques. Voilà, alors une jolie application qu'on peut voir dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, c'est la suivante. On prend deux matrices symétriques S et S' réelles, évidemment, de même taille. Et on regarde S plus S', qui est évidemment symétrique, réel, de même taille. Et on regarde son lambda I plus J moins 1, c'est inférieur à lambda I de S plus lambda J de S'. Bon, allons-y pour la preuve. Alors, il y a un petit préliminaire qui est à voir, qui est sympathique. Vous prenez F, G et H dans Rn, trois sous-espaces, et on suppose que la somme des trois sous-espaces est strictement supérieure à 2n, où n, c'est la dimension, là, ici, c'est de Rn. Alors, on va trouver un élément non nul dans l'intersection des trois, c'est-à-dire que la dimension de f inter g inter h est strictement positive. Voilà. La preuve est vraiment très simple, il suffit de prendre l'application linéaire qui va de f croix g croix h, donc ça c'est pour du cartésien des espaces vectoriels, ça c'est un espace vectoriel, dans Rn croix Rn, qui a FGH associe F moins H, G moins H, d'accord, donc c'est bien linéaire, hein. Et le noyau est non trivial. Pourquoi? Parce que la dimension à gauche, c'est la somme des dimensions, hein. Je vous rappelle que la dimension, hein, c'est comme un peu un logarithme, hein. Donc c'est la somme des dimensions, et la somme des dimensions est strictement supérieure à 2n, et la dimension à droite, c'est 2n. Donc on a une plus grande dimension ici qu'ici, le noyau est obligé d'être non trivial. Donc on a un élément FGH qui est dans le noyau, ça veut dire que F moins H, G moins H est égal à 0, 0, et donc ça implique que F
égale H et H égale G. Donc F égale H égale G. Donc cet élément, qui est forcément non nul, d'accord, est dans l'intersection des trois. Voilà, donc ça, cette petite chose va nous servir là maintenant. En fait, si vous regardez la preuve, ça va être juste une généralisation de la preuve qu'on a faite tout à l'heure pour le théorème du min-max. Mais cette fois-ci, on va définir WI de S, et UI de S forment la base choisie orthonormée de vecteurs propres pour S, pareil pour S', d'accord? Je vais juste regarder le sous-espace engendré par les vecteurs allant de EI de S à EN de S. Pareil ici pour W. Là, je vais prendre J et là, WJ de S'. Maintenant, je vais prendre un sous-espace F quelconque qui est juste de dimension I plus J moins 1. Donc, je remarque que I plus J moins 1, donc cette dimension, plus cette dimension, c'est-à-dire N moins I plus 1, plus la dimension de ça, c'est N moins J plus 1. Bon, et bien ça, quand on fait la somme, les I et J se simplifient, moins 1 plus 1 plus 1, donc il va rester 2N plus 1, donc quelque chose de strictement supérieur à N, à 2N, pardon. Et donc, on va trouver un X non nul dans F inter WI de S, inter WJ de S'. Et comme il est non nul, on peut le diviser par sa norme et obtenir un élément de la sphère. Donc, on a ce X-là. Maintenant, pour ce X-là, on regarde X, S plus S' de X. C'est X, S, X plus X, S' de X, évidemment. Et évidemment, comme d'après ce qu'on a vu au tout début, X, ça, c'est inférieur forcément à ça, parce que X, il est dans WI de S. Donc ici, toutes les valeurs propres, ici, sont au maximum lambda I de S. Donc ça, on l'a vu avec la formule de tout à l'heure, on l'a vu plusieurs fois. Et là, pareil, c'est inférieur à lambda J de S'. Voilà. Donc, comme il existe ce X, d'accord, eh ben, je peux affirmer que le min de X dans F inter S, parce que X, il existait dans F inter S, d'accord, et bien le min de X F inter S de cette expression-là est inférieur à lambda I de S plus lambda J de S. Voilà. Ce qui nous fait, donc ça maintenant, ce min-là, c'est ce qu'on appelle petit m de grand F. On a pris grand F quelconque de dimension I plus J moins 1. Donc je vais pouvoir affirmer que le max est inférieur à condition que je prenne que des F tels que la dimension de F est égale à I plus J moins 1. Donc ce max-là. Mais d'après le théorème de Rayleigh, ça, c'est rien d'autre que lambda I plus J moins 1. D'accord ? Ça, c'est le théorème 2. Donc ici, on a bien lambda I plus J moins 1 de S plus S' inférieur à lambda I de S plus lambda J de S', et c'est terminé. Alors, en fait, Weil avait trouvé les conditions nécessaires pour que si on a lambda, le spectre de S, vous prenez trois spectres. Et vous voulez une condition telle que le premier, c'est le spectre d'une matrice, le deuxième, c'est le spectre d'une autre matrice, et le troisième, c'est le spectre de la somme des matrices. Donc on regarde le problème inverse. Eh bien, une condition nécessaire pour que ces trois spectres soient les spectres de matrice S, S', S plus S' respectivement, ce sont ces inégalités qu'on appelle les inégalités de Weil. Elles ne sont pas suffisantes, mais Horn, en 1962, a complété ces inégalités pour en faire des inégalités suffisantes pour que ça représente des matrices S, S' et S plus S'. Alors un dernier théorème qui est issu du principe du min-max, qui fait partie un petit peu de toute cette petite culture là,
C'est le théorème d'entrelacement de Cauchy, on va voir pourquoi il s'appelle comme ça, mais pour l'instant, on va partir de cet exercice-là qu'on avait fait, hein, que si on a une matrice symétrique réelle, avec ici des blocs diagonaux à M et à M', ici bon, les matrices transposées, alors le lambda 1, donc la plus grande valeur propre de S, est plus grande ou égale à la plus grande valeur propre de M. D'accord? Donc en fait, on peut se dire, bah oui, on a pris un, un sous-espace, ici, et on regarde la restriction, hein, c'est ça qu'on avait fait hein, d'ailleurs, de la forme quadratique associée à S, on prend sa restriction à ce sous-espace, le sous-espace engendré par les 4 premiers éléments de la base canonique. Mais, donc ça devient évident à partir du moment où lambda 1 est vu comme un certain max. Mais on se dit, à juste titre, on aurait pu remplacer cette matrice-là par une autre matrice, hein, une sous-matrice déjà. Et puis, même mieux, on peut remplacer par notre forme quadratique, QS, à une forme quadratique restreinte à n'importe quel sous-espace. En fait, c'est ça qu'on va faire. Et il va y avoir juste une petite astuce à laquelle il faut faire attention, c'est que les mines sont, les mines et les max, hein, sont pris sur des sphères. Hein. Donc il faut bien respecter ces sphères. Donc voilà l'histoire. Maintenant, je vous dis le théorème d'entrelacement de Cauchy. On prend S, une matrice symétrique réelle. On prend P, une matrice NM. Alors vous allez voir que M est forcé d'être inférieur à N à cause de ce qui suit, c'est-à-dire P transposé P est égal à IM. Ça veut dire que P est constitué d'une famille orthonormée, d'accord, à M éléments dans Rn. D'accord, c'est ça ce que ça veut dire, hein, d'accord. Là maintenant, on va regarder M, la matrice P transposé SP, qui est une matrice de taille M, carré de taille M, et symétrique. Vérifier qu'elle est symétrique, et c'est facile de vérifier qu'elle est carrée de taille M. Voilà. Et vous pouvez aussi vérifier que si vous prenez pour la matrice P, la matrice NM constituée des premiers vecteurs, des M premiers vecteurs de la base canonique, hein, c'est-à-dire vous prenez 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etc. Et puis vous arrêtez là vous avez que des zéros, hein, parce que n est strictement plus petit que n, d'accord? Vous prenez ça, alors vous allez bien tomber sur cette matrice M là. Donc c'est bien un cas particulier, comme je vous le disais. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'était pour la mise en condition. Alors, eh ben, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, exactement comme ça, c'est-à-dire, mais maintenant on va pouvoir généraliser, lambda k de S est supérieur ou égal à lambda k de M. Et maintenant, quand on va remplacer S par moins S, et donc M par moins M, et donc, bon, on va avoir un certain nombre de choses, bah, ici, c'est facile de voir que lambda k de M est supérieur ou égal à lambda n-m plus k de S. Ça, c'est pas difficile à montrer. On commence à avoir l'habitude de poser ce changement de matrice. Voilà, alors on va essayer de prouver ça. On va prouver en fait juste ceci, puisque l'autre en découle. Alors donc, on va bien installer les choses. Lambda 1 de S, ça c'est le spectre. Les lambda I de S, c'est le spectre comme ça, ordonné de S, avec une base orthonormée assurée par le théorème spectral, E1 de S jusqu'à En de S, voilà. Et pareil pour M, d'accord? Sauf que, bien sûr, il y en a moins. Maintenant, je vais poser, comme tout à l'heure, VK. Maintenant, VK de M, c'est le sous-espace engendré par les k premiers vecteurs de la base orthonormée associée à M. Et bah, on sait que lambda k de M, c'est le min
de y dans vk inter s de y m y. Pourquoi c'est vrai? On l'a vu, hein, on a vu qu'il était directement atteint, hein, d'accord? Donc on prend le min sur un espace, mais le max de ce min, dans le principe du min-max, le max de ce min est atteint pour l'espace VK. Donc je prends directement F égale VK. Voilà. Évidemment, intéresse. Bon, alors regardons maintenant Y, M, Y. Bon, Y est dans, cette fois-ci, évidemment, R, M. Hein, d'accord? Y est dans RM. Donc ici, je le regarde comme un vecteur colonne, grand Y, et je vais appliquer M égale P transposé SP, et ça va nous faire PY, S, PY, là avec le transposé ici. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre ici de dire que lambda K de M est égal à min pour Y dans VK inter S de, ça c'est PY S PY, puisque ça est égal à ça, est égal à ça. D'accord ? Alors remarquez que ça c'est la forme, je devrais mettre des petites choses ici, ça c'est la forme sur Rm, alors que ça maintenant on est passé à la forme sur Rn, il faut faire un petit peu attention. Mais maintenant, j'ai envie de faire un changement de variable, petit x égale py, avec x dans Rn, évidemment. Et il faut faire attention maintenant, est-ce que x appartient encore à la sphère unité de Rn? Donc, allons-y, c'est ça qui nous le dit. Regardez, hein, vous avez py transposé fois py, et ça fait quoi? Ça fait y transposé p, mais p transposé p, ça fait in, donc ça disparaît, ça fait y transposé y, et ça fait 1, évidemment, parce qu'y, on l'avait pris sur la sphère de Rm. Voilà. Donc, on a, bon, je vais effacer parce que ça fait un peu trop de quantité de choses, ça fait que ceci, c'est égal au min de x Sx, où x appartient à PVK, puisque y appartenait à VK, et x, on a posé le changement de variable x égale PY, d'accord? Donc PVK, et intéresse grâce à ça. Donc forcément, c'est inférieur au max, puisqu'on a pris un espace vectoriel de dimension k particulier, c'est inférieur au max pour la dimension de f égale k de ces mines-là. Ça, forcément, hein, c'est ça. Parce que, bon, comme P est injectif, c'est facile de voir que P est injectif, il respecte la dimension. Hein. Donc ici, on a la dimension de fk, et c'est inférieur, forcément, au max pour tous les f. Mais ça, on sait que c'est lambda k de s. Donc ça veut dire que lambda k de m est bien inférieur à lambda k de s. Et donc on a ça. Ça va entraîner ça. Alors, juste pour terminer l'explication de l'entrelacement, regardez, c'est assez joli. Si vous prenez m est égal à n-1, d'accord? Et regardez ce que ça fait. Ça fait lambda 1 de s va être supérieur à lambda 1 de m. Mais si vous posez m égale n-1, ici vous allez avoir lambda 2 de s, donc est supérieur à lambda 2. Maintenant vous mettez lambda 2 de s, c'est supérieur à lambda 2 de m. Donc vous avez ça. Mais lambda 2 de m, ça va être supérieur à lambda indice 1 plus 2, donc 3 de s, etc., etc. Et donc à la fin, vous avez un entrelacement. Ça va se terminer sur lambda n-1 de m et lambda n, de s. Voilà. Et vous avez un entrelacement très joli des valeurs propres de S par rapport aux valeurs propres de M. C'est le théorème de Cauchy.